Au Moyen-Orient, le conflit entre Palestiniens et Israéliens fait rage depuis de nombreuses années. D'innombrables tentatives de négociation visant une paix durable ont échoué. Pendant ce temps, chaque année, chaque jour, voire chaque heure, amène son lot de pertes de vies humaines. En 1991, la conférence de Madrid apporte une lueur d'espoir. 2 ans plus tard, à Oslo, en Norvège, à la suite de longues négociations secrètes, intervient une déclaration de principe fondée sur l'échange de territoires contre la paix. Un nouvel espoir se dessine à l'horizon. Together, today, with all our hearts and all our souls, we bid them shalom, salam, peace. De nombreux obstacles se dressent sur le chemin de la paix, notamment le statut de 5 millions de réfugiés palestiniens dispersés dans toute la région, les frontières séparant les 2 parties, le contrôle futur des frontières avec les pays limitrophes, le partage de la ville sainte, Jérusalem. Mais l'obstacle majeur faisant l'objet d'un désaccord entre Ramallah et Tel Aviv est celui des colonies, ou peuplement israélien au cœur du territoire palestinien. Cet obstacle menace le principe directeur de la négociation, paix contre territoire. The Israeli settlement policies started almost with the beginning of the occupation. The different Israeli governments had different understandings of the same concept of settlements. The first settlement in the West Bank had been constructed a few weeks after the 1967 war. That was the Kfar Etzion. A year later, a bit more than half a year later, 1968, a group of settlers had moved to Hebron. They had moved to Hebron by the agreement back then, which had been done between them and the military. They were supposed to stay in Hebron only for a week and only during the Passover. 2 semaines après la victoire d'Israël, il existait un plan de colonisation, un plan sur les territoires à conserver et un plan pour restituer les zones palestiniennes à la Jordanie. C'est le Parti travailliste qui avait proposé l'option jordanienne. Après avoir imposé l'idée qu'il s'agit de notre pays, que nous avons créé notre propre pays, le problème était désormais de trouver une façon d'en garder le contrôle, d'en faire le territoire d'Israël, tout en se débarrassant de la population palestinienne. Depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, la question du contrôle demeure cruciale. Même si les colonies étaient profondément enracinées dans l'idéologie sioniste, le Parti travailliste d'Israël n'avait pas encore établi à l'époque de politique claire sur la façon de concrétiser la colonisation au sein du territoire palestinien occupé. En 1974, tout bascule avec la naissance de Gush Emunim, le Parti des croyants. Ce mouvement pour la colonisation est créé par certains rabbins fondamentalistes de la colonie de Kfar Etzion, qui prétendent que Dieu leur a ordonné de prolonger les frontières d'Israël de la Jordanie jusqu'à la mer. The ideology is that Zionism and the will of God coincide here on the land of Israel. That this land was given to the Jewish people by God, and nobody, no government, no individual has the right to give a piece of this land
to anyone besides a Jew. It comes from the ideology of Rabbi Kook, the Orthodox Zionism, which didn't have the opportunity in 1948 to actually exercise this ideology because the original Zionism movement was secular. Gush Emunim s'est battu pour se tailler une place au sein de la société laïque israélienne et du Parti travailliste au pouvoir. Mais c'est en 1977, avec l'élection de Menahem Begin comme Premier ministre et la nomination d'Ariel Sharon comme ministre de l'Agriculture, qu'il trouve ses plus ardents défenseurs. Le partenariat entre la ligne dure de Begin et son bulldozer de la colonisation, Sharon, transforme le visage des territoires occupés. Lorsque Menahem Begin quitte son poste en 1983, ce sont plus de 100 colonies qui sont dispersées à travers tous les territoires occupés hébergeant les colons les plus intégristes. Sharon fut nommé par Begin à la tête du comité ministériel sur les colonies. Sharon reçoit un double mandat de Begin. Dans un premier temps, créer des faits accomplis sur le terrain, en construisant des colonies, des routes, des infrastructures, des faits accomplis qui visent à rendre impossible la séparation entre la Judée-Samarie et Israël, afin d'y assurer une présence irréversible d'Israël. Et, en second lieu, à empêcher à jamais la création d'un État palestinien. Le départ de Begin n'a pas apporté de changement significatif. Son successeur, Yitzhak Shamir, est de la même école de pensée, celle du sionisme. En 1983, le ministre israélien de l'Agriculture et l'Organisation sioniste internationale publient un plan directeur qui prévoit 43 nouvelles colonies et 300 à 450 kilomètres de nouvelles routes desservant ces colonies. Il prévoit également de faire quadrupler le nombre de colons, le portant à 100 000. Sous la gouverne de Shimon Peres, les gouvernements travaillistes successifs poursuivent le mouvement. La politique de colonisation n'est pas l'apanage de la gauche ou de la droite, mais bien la politique d'Israël, quel que soit le parti au pouvoir. Depuis 1967, tous les premiers ministres israéliens, sans exception, ont contribué au développement des colonies. En 1997, Benjamin Netanyahou choque les Palestiniens lorsqu'il s'approprie l'une des plus belles collines du territoire, Har Huma, afin d'y installer une colonie. Ce fut pour les Palestiniens le signe le plus clair de l'échec d'Oslo. Les accords d'Oslo ne donnèrent lieu à aucun démantèlement de colonies. Au contraire, Israël s'est approprié davantage de terres palestiniennes. Ironiquement, après 1993, à la suite de la signature des accords d'Oslo, la politique israélienne à l'égard des colonies prend un tournant radical qui entraîne une croissance importante de la taille et de la population des colonies. Au cours des 7 ans qui suivent les accords d'Oslo, le nombre de colons en Cisjordanie augmente de 90%. Cette croissance atteint son apogée en 2000 sous le mandat du Premier ministre Ehud Barak. In terms of the population growth in the West Bank and in terms of construction of permanent houses, apartments, infrastructure in the West Bank, those years were actually the mid-90s, the years after Oslo Agreement.
when we were supposed to be building confidence, building trust between the two sides, to get to an end of conflict. However, Israel had something else completely in mind. They were trying to create facts on the ground in an unprecedented pace in order to dictate the outcome of the negotiations and not reach a negotiated settlement. Prime Minister Barak in Camp David, he was claiming he's giving everything, giving the moon. But what an ugly moon it was. La pression internationale pour faire cesser la construction des colonies amène le gouvernement israélien à élaborer de nouvelles tactiques. Sous prétexte de croissance naturelle, il étend et renforce les colonies existantes, les reliant entre elles ainsi qu'à Israël. Il en résulte d'immenses blocs, comme la ceinture de colonies autour de Jérusalem et les blocs d'Ariel et de Gush Etzion, qui découpent le territoire et bloquent toute possibilité d'établir un État palestinien contigu. Le maître d'œuvre de cette politique est le Premier ministre Ariel Sharon. Aux yeux des Palestiniens, les colonies israéliennes ressemblaient de plus en plus à une occupation permanente. Des centaines de colonies et d'avant-postes, disséminés sur tout le territoire occupé de la Palestine, faisaient ressembler la carte de la Cisjordanie à un gruyère suisse. La politique israélienne du fait accompli sur le terrain produisait ses résultats. Israël veut que le monde voie la Judée-Samarie comme faisant naturellement partie de la terre d'Israël, puis de l'État d'Israël. Par conséquent, sa politique vise à rendre cette réalité permanente. Il ne s'agit pas d'une tactique. Nous n'établissons pas de colonies pour devenir plus forts. Nous construisons des colonies comme prolongement permanent de nos villes. Ariel est un prolongement de Tel Aviv. Ma'ale Adumim est un prolongement de Jérusalem. Ces colonies, assorties d'un réseau de voies de contournement et de zones de sécurité, occupent environ 42% du territoire alloué au futur État palestinien. En règle générale, partout dans le monde, la construction de nouvelles routes signifie croissance et facilité d'accès. À l'opposé, les routes reliant les colonies ne peuvent être empruntées que par les colons. Les Palestiniens désirant emprunter ces routes doivent être munis d'une autorisation spéciale, très difficile à obtenir. L'un des principaux droits de l'homme, la liberté de mouvement dans son propre pays, a été retiré à la majorité des Palestiniens et il est considéré comme un privilège réservé à un petit nombre d'entre eux. Voici comment le réseau d'autoroutes s'intègre dans l'ensemble des infrastructures et crée un nouveau paysage. Prenons Ma'ale Adumim, au centre de la Cisjordanie, relié par une belle autoroute. Vous pouvez vous rendre au travail à Jérusalem ou rentrer chez vous à Ma'ale Adumim en 15 minutes, sans jamais rencontrer un Arabe, sans jamais, Dieu vous en préserve, traverser un village ou un quartier arabe. Vous demeurez constamment dans un environnement juif israélien. Vous partez donc du quartier juif de Jérusalem en prenant une belle autoroute juive à travers un paysage juif de la terre d'Israël, idyllique, parce que vous n'y voyez pas d'Arabes. Vous entrez dans votre cité dortoir juive, vous plongez dans votre piscine juive à la fin de la journée, et tout est normal, banal. Il n'y a pas de problème, il n'y a absolument rien de politique. L'emplacement des colonies est choisi avec soin. La plupart d'entre elles sont sur les sommets de collines, situées entre des villes et des villages palestiniens. La plupart de ces colonies n'ont pas de système d'évacuation des eaux usées. Elles traversent donc les terres agricoles palestiniennes, causant des dégâts tant pour la population
que pour l'environnement. Les colonies gaspillent des ressources naturelles précieuses et nécessaires, l'eau en particulier. En Palestine, l'eau est un bien essentiel. The average consumption per capita in Palestine, in West Bank actually, 140 cubic meter per capita a year, while the average consumption for settlers about 600 cubic meter per capita a year for all purposes. The Palestinians, they pay 4 times more than the Israelis as cost of water in West Bank, while we're using the same resources and the same infrastructure. In other words, we consume 5 times less, but we pay 4 times more. On compte maintenant près d'un demi-million de colons juifs sur les territoires occupés palestiniens. Les Israéliens ne se bousculaient pas pour habiter les colonies. Les résidents ont été recrutés, manipulés. Tous les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir leur ont offert des primes pour les encourager. The main reason for me to buy a house here is economic, of course. A house like this in Tel Aviv would cost, I think, double price. Also, of course, there are bonuses. There are more things, more reasons to come to live here. The nice neighborhood, it is built nicely. It is quite new. The houses are not old. There is wonderful view, wonderful air, good air. But the main reason, of course, is economic. The government also gives incentives in very good conditions for people who buy houses in the settlements. Most of the people, including my friends, including me a few years ago, as I said, are not aware of this fact, living in occupied territories, and even if they are aware, they would like to forget it, not to think about it. Ce qu'a fait Israël, et en particulier Sharon a été très malin. Il a vu qu'il n'y avait pas assez de colons idéologiques, de colons religieux qui croient vraiment qu'il s'agit de la terre d'Israël, qu'il faut la reprendre aux Arabes. Ils ne sont pas si nombreux. Il n'est donc pas possible d'envoyer un grand nombre de Juifs dans les territoires occupés sur une base idéologique. Il a donc eu l'idée de déconnecter l'idéologie de la colonisation. Vous avez donc Ma'ale Adumim et Givat Zef, Ariel et Alphe Ménaché, qui n'ont rien à voir avec la colonisation ou la politique. On y trouve des habitants ordinaires, dont la moitié ne se doute même pas qu'ils ont franchi une sorte de ligne verte qui, de toute façon, a été effacée des cartes israéliennes. It's a big problem for me, in my eyes, that the people of Pisgat Ze'ev don't even know when a house is demolished nearby and 10 children are without house, which happened just last year. Most of the people in Pisgat Ze'ev don't know about it, and the few who do know about it, they don't care. I think a lot about the difference of my son and the conditions he lives in, and the kids a few hundred meters nearby. And I even write about it in the neighborhood newspaper. And I would like people to open their eyes and to see these things. It's very hard, the sharp difference, geography and in the mind, between the refugee camp, just nearby here, and the people who live here, which complain about such stupid things, like the garbage is not moved every day, but only every 2 days, or something like this. The government tricked us for buying a house here.
as the government tricked so many of Israel citizens. If the government offered me some apartment, more or less like this, as I have now, in another place, in Israel, not in the occupied territories, and that would make the peace closer, I will leave tomorrow. Selon le groupe israélien La Paix maintenant, l'écrasante majorité des colons, 80%, se perçoivent comme des colons à motivation économique. Mais les 20% restants sont des fanatiques purs et durs. Ils sont bien armés et n'hésitent pas à faire usage de leurs armes. Ces colons idéologiques, en particulier ceux de Hébron, ont choisi de vivre en plein milieu de régions densément peuplées de Palestiniens. Pour briser l'idée palestinienne, c'est-à-dire fragmenter les territoires, encercler les Palestiniens, les enfermer dans des îlots et établir des passages entre les colonies et les provinces israéliennes. La ville de Hébron habite maintenant les colons les plus violents. En 1994, un médecin juif d'origine américaine est entré dans la Sainte Mosquée de Hébron, où il a abattu 29 Palestiniens en prière. Aujourd'hui, la ville de Hébron compte 150 000 Palestiniens assiégés par 450 fanatiques religieux protégés par l'armée. وين تسافر؟ زين. يلا ليش ما خبرت؟ Au cours des années 1980, les colons de Hébron décident de s'aventurer à l'extérieur de leur colonie pour s'installer au cœur même de la ville. Le quartier palestinien de Tel Rumeida était la cible. Les habitants de Tel Rumeida endurent de la part des colons toutes sortes de violences et un harcèlement qui vise à les obliger à quitter leur maison et leurs terres. Ils vivent un perpétuel état de siège qui se traduit entre autres par les couvre-feux et les postes de contrôle. Selon les Nations Unies, on compte 181 postes de contrôle dans la zone de Hébron. Il est difficile et souvent dangereux de se déplacer de la maison au travail ou au marché, de visiter des amis ou la famille. La brutalité des colons et l'occupation qui y est associée ont incité d'anciens soldats israéliens à briser le silence pour révéler à leur propre société et au monde ce qu'ils ont vécu à Hébron. We're walking there in streets that only Jews could walk in the streets. The Palestinians couldn't go out of their houses. They were under curfew. And there are certain streets in Hebron that were only for Jews. The street is cleaned from Palestinians. And I remember myself walking in these streets. It was an holiday, a Jewish holiday, and the city was full with
thousands of Jews, and we're walking in the middle of a Palestinian city that has 150,000 Palestinians in the city, and all what we see when we're patrolling there is Jews. We didn't see one Palestinian for hours. And I didn't understand what's going on around me, why everything is closed, why it looks like a Jewish city. And when I started to talk with the settlers there, so that the answer I got is that this is the way Hebron should look. As you see here, the playground of my kids. As you see, it's a jail, not playground, but we call it playground because my kids, they play here, and because if they go outside, they will be dangerous. They will be attacked by the settlers, and also by soldiers, they don't care. They play here, because if they go outside, they will feel afraid, because always they're attacked by stones and by glass bottles. They throw it at their kids when they play at the road, so they should come, and we use this fence to protect them from the stones. Because when we was sit here, also we was attacked by the settlers. And the soldier, they can protect the settlers only. It's our fault, our crime, just because we are a Palestinian and we did not want to leave this house. The real situation behind the headlines of the newspapers. What I did in Hebron every night, firing grenades into Abu Snina neighborhood, that's what the Israeli press called IDF forces returned fire to the source of fire. I don't remember once that I recognized the source of fire. People just argue. I mean, I want to shoot, no, I want to shoot, no, I want to shoot. They're just like stood in a line behind a grenade machine gun in order to shoot the grenades for something like 2,000 meters at Khalat al-Sheikh. I mean, civilized neighborhood, and you can't see shit. I mean, it's night, and you don't see any snipers, you don't see nothing. You just see buildings, and you feel like inside of a computer game. And then your mother calls you to see if you're okay. You can't tell her that this is what you've been doing. I mean, and she hears the shots, and all the noise of the explosions in Hebron. And you said it's just like, no, it's okay, just a drill. The Israeli society has no clue about what's going on in Hebron, what's going on in all the occupied territories. The closure, curfews, it's the most something, it kill us. Always we have here a curfew. Any problems in all of Hebron, we have a curfew here. Believe me, if we hear an explosion in London, we have here in Tel Armed, we have a curfew here. L'histoire de la violence des colons de Hébron n'est pas connue, car la plupart des médias, même les médias israéliens, ne se risquent pas à la raconter par peur des représailles exercées par les colons à l'encontre des médias. La ville de Hébron perd ses résidents à une cadence accélérée, particulièrement au cœur de la vieille ville. Arpenter les rues de Hébron,
c'est comme traverser une ville fantôme. Avant l'invasion des colons, cette ville sainte était un haut lieu de tourisme pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, en raison du tombeau des patriarches. Cependant, la ville subit un processus organisé visant à chasser les Palestiniens de chez eux. Sitting on a post on the roof and hearing drilling from the under view inside the settlers' houses, and you call on the radio, you call the patrol, and you say, I hear drills under me, please check what it is. And the patrol comes in the middle of the night and he found a settler that decided to expand his living room. So he drilled into the wall, he broke into a Palestinian shop, they have the same wall. He threw everything that was in the shop to the street, he locked the doors, and now he has a bigger house. No one is arresting him, no one is stopping him. The police in Hebron is afraid from the settlers. It's frightening. I mean, it's really frightening to live here when your neighbors want you gone. They want your land, they want your home, and they're willing to intimidate and to threaten until they get their way. And the army and the police, the Israeli security apparatus that is here is primarily mandated to protect them. They're armed. Ils sont armés, ils sont violents. Ils ont pu laisser libre cours à leur violence pendant des années et des années en toute impunité. Un colon peut tuer un Palestinien sans crainte de devoir répondre de ses actes devant la justice. Et j'ai personnellement été témoin de cela, tout comme j'ai vu des colons entrer dans une maison palestinienne pour en prendre possession ou y mettre le feu, sans que les nombreux policiers présents interviennent. How can you do to other people what was done to you people, just 60 years ago? I visited South Africa recently and I spoke to black people who still remember the apartheid. This is the South African apartheid. This is Rhodesia. Actually, the Palestinians, in the best case, are transparent. They don't see them. They don't exist. Le dernier chapitre de la politique israélienne, en particulier celle conduite par le Premier ministre Ariel Sharon, père du mouvement de colonisation, est à son stade final. Imposer un état de fait permanent et déterminer l'avenir de l'État palestinien. En juin 2002, Israël a pris la décision d'encercler la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, à l'aide d'un mur ou clôture, selon le point de vue. La Cour internationale de justice parle d'un mur. À certains endroits, c'est un mur de béton de 25 pieds de hauteur, alors qu'ailleurs, c'est une clôture entourée de barbelés à lames, de tranchées, de routes de patrouille et de caméras de surveillance. Les Palestiniens l'appellent mur de l'apartheid et Israël, clôture de sécurité. Les principaux éléments de l'occupation ne peuvent être justifiés par des raisons de sécurité, pas plus que l'établissement de 200 colonies. Israël n'a pas construit Ma'ale Adumim pour des raisons de sécurité. Ils ne l'ont d'ailleurs jamais prétendu. On ne peut pas non plus justifier par des raisons de sécurité le réseau routier, la démolition de maisons, l'expropriation des terres, le tracé du mur et les bouclages. D'ailleurs, les bouclages sont surtout imposés à l'intérieur de la Cisjordanie et de Gaza, plutôt qu'entre Israël et ses régions. La sécurité n'explique tout bonnement pas ces choses-là. Il y a d'autres raisons. Just look at the root of the wall and the picture definitely will become clearer. The border between Palestine and Israel
between the Palestinian territories and the Israeli territories is 315 kilometers long. Meanwhile, the route of the wall is 670 kilometers. Definitely it is more than double the length. Why? Le district de Qalqilia regroupe environ 100 000 Palestiniens et s'enorgueillit de posséder quelques-unes des terres agricoles les plus riches de la Cisjordanie. Mais Qalqilia a été emmuré afin qu'Israël puisse annexer les colonies qui entourent le district. Regardez ce qui est advenu de la ville et des villages qui l'entourent. À quel point ils sont étranglés, isolés les uns des autres. Des Palestiniens coupés d'autres Palestiniens, mis en cage par un mur et des barrières, coupés de leurs moyens de subsistance et de leurs terres. Les fermiers de Qalqilia sont devenus des sans-terre. هذا الجدار برك من نص الارض قسم الارض قسمين وكلع كل زيتون وخرب الارض كلها. الزيتون لما هم يقصوا فيه حامل والأولاد تحت في الشجرة ويعيطوا وإحنا نكون إن شاء الله ولا هذا رزقتنا ما لناش إشي يعني هناك إلا هالقطعة. أنا أتلقى غبروت تزاير من دتولي يابا دتولي يابا يلا اديكون يا اديكين مش ليش تعال تعال اشتغل اديكون An olive tree takes between 7 to 10 years to bear a fruit. And the Israeli bulldozers uproot it and steal it in a minute. The tree for us as Palestinians is alive. We will keep planting and we will keep on living. Le mur ne s'arrête pas à Qalqilia. Il s'enfonce sur 22 kilomètres, au cœur de la Cisjordanie, encerclant et annexant le bloc de colonie d'Ariel. Le bloc de colonie d'Ariel divise la Cisjordanie en deux parties, formant des enclaves de communautés palestiniennes isolées les unes des autres, détruisant toute possibilité de créer un État palestinien contigu dans l'avenir. Le mur poursuit son avancée, encerclant et annexant de plus en plus de colonies et de territoires palestiniens, entraînant sur son passage la dévastation de nombreuses communautés agricoles. Des centaines de milliers d'oliviers ont été déracinés. 35 000 mètres de réseaux d'irrigation ont été détruits. Plus de 40 puits ont été perdus au profit des Israéliens. Sur le trajet du mur, on trouve beaucoup d'arbres, de maisons, de fermes, de gens, et chacun d'eux a une histoire à raconter. L'histoire de ce mur est longue et douloureuse, particulièrement pour la ville la plus ravagée par le mur, Jérusalem, et sa ville jumelle, Bethléem.
Lorsque le mur sera achevé, à Jérusalem, des dizaines de milliers de Palestiniens se retrouveront coupés de leur ville et de leurs moyens de subsistance. Ainsi, Israël aura réussi à modifier les caractéristiques démographiques de Jérusalem. It's heartbreaking what's happening in Jerusalem. You know, at the beginning of this year, it took us months to figure out how to send thousands of children to their schools and teachers to their classes. The walls zigzag in and around Jerusalem, Jews in and Palestinians out. Mothers unable to reach hospitals to deliver their babies, children unable to reach their schools, Muslims and Christians unable to reach their holy places to worship. It is a war against our existence that Israel is waging. Settlements and the wall are the tools to achieve their obsession of Judaizing the place. Israël se sert des colonies pour morceler la présence palestinienne à Jérusalem, pour détruire Jérusalem-Est en tant qu'entité urbaine et économique cohérente, pour détruire le cœur économique de l'État palestinien. C'est comme les pelures d'un oignon. Il y a des cercles concentriques de colonies et d'énormes villes-colonies. Dans le secteur palestinien de Jérusalem-Est, on trouve dorénavant plus de colons israéliens que de Palestiniens. C'est pourquoi Jérusalem est au cœur du conflit. Sans Jérusalem, pas d'État palestinien viable. Et sans colonie autour de Jérusalem, Israël ne peut pas espérer contrôler pour toujours l'ensemble de la région. Jérusalem est donc réellement la pierre angulaire. La ville de Jésus a sa propre histoire. Israël a entouré Bethléem d'un mur de béton, confisquant la moitié de son territoire pour le placer du côté israélien du mur, pour l'agrandissement futur des colonies environnantes. I wonder what Jesus would say if he sees his town as a ghetto behind walls and gates, oppressing people, taking their land and depriving them of their dignity will never bring security to anybody. If I have anything to say to our neighbors and to the Jewish people, please do come back to your senses. Think of justice. Justice is not a foreign concept for Jews or for Judaism. Let my people free. Le mur serpente au sud de Bethléem, encerclant et annexant un immense bloc de colonies, celui de Gush Etzion, et d'autres colonies disséminées le long de la ligne verte à la frontière. Lorsque le mur sera achevé, Israël aura annexé plus de 80% de ses colons et de leurs colonies à son propre territoire. Depuis 1947, année après année, les Palestiniens ont vécu dans la douleur la partition, l'occupation et l'annexion de leur territoire et de leur pays. Leur rêve de liberté et d'un État bien à eux est de plus en plus compromis. Les colonies et leurs concepteurs, en confisquant le territoire, piétinent jour après jour, année après année, les droits humains de millions de Palestiniens. Les colonies détruisent le principe même qui présidait au processus de paix, l'échange de territoire contre la paix, en le transformant en confiscation de territoire sans la paix. Il est difficile de croire que la solution des deux États est toujours d'actualité, si cela signifie une solution comprenant un État palestinien viable. A continuous Palestinian state
is going to be practically impossible. And this is going to be not only the end of the dream of Palestinians of a state, but it might also affect the Israeli dream of the survival of Israel as a Jewish state. They are asking themselves a simple question. Is Israel willing to acknowledge our historical collective rights in 22% of historical Palestine? The answer is, according to what Israel have done, and this is something which each Palestinian has seen, if not from his door, then from his window. If not from his window, from his roof. The answer is no. Israël défend la solution des deux États. En effet, nous sommes toujours confrontés au même dilemme qu'au début. Comment garder le contrôle du pays tout en se débarrassant des Palestiniens. At the end of the day, as Prime Minister Shamir used to say, they will get used to it. They will get used to the facts on the ground. They could confiscate our land, destroy our homes, uproot our trees, and imprison us. But they will never be able to imprison spirit seeking for freedom. Walls and ghettos will never bring peace. Justice will. In my lifetime, if I get to live long enough, like Shimon Peres, I may be present to celebrate it. But if it won't happen in my lifetime, I'm afraid my children will have to forget about it. I spent a good number of years of my life in Israeli jails. Though I never hurt anybody, never attacked anyone, never even touched a gun. The only crime I ever committed is to dream of freedom and statehood, for myself, for my kids. Now, after all those years, the state Sharon has in mind for me and my kids is a bunch of enclaves, cantons, ghettos. It is hard to be optimistic, given the circumstances we live under. However, I am. You know, if 70 years ago you would have asked the Jewish people themselves if they ever thought the nightmare of Nazism would be over, they probably would have laughed at you. But Nazism was defeated. And look at Israel now, a strong state, prospering. Now I'm sure Palestinians will be no exception to that. One day we will be free, I have no doubt. Definitely we will be free. No doubt whatsoever. You ask me how it is that I dare to take a side. You say I loathe myself, pointing out you have lied. You say it's tribal warfare, but I disagree, for the dynamics of the situation are not difficult to see. On the one side is the fighter jet, on the other is the stone. On the one side is the slave, on the other is the throne. For the many there are checkpoints, while foreign soldiers rule the streets. For the one side there is victory, but the people don't accept defeat. The word you need to know is occupation, the very definition of a land without a nation. And if peace is what you're after, then let us not deceive. It'll come on the day the tanks return to Tel Aviv. On the one side there is hunger and bulldozed olive trees. On the other is the army, ruling by decrees. Caterpillars maul the streets, destroy whole city blocks, while children swallow shrapnel for the crime of throwing rocks. Fences are erected around the towns they flatten, and Herzl fanatics sleep on sheets of satin, and they water their plantations, drilling ever deeper wells, while the displaced children of the hopeless are filled with bullet shells. The word you need to know is occupation,